Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, en studio, Yeah! on a toute l'équipe, oui! Hey! Ah, alors, André Allard... Bonjour tout le monde. Puis là, je vais y aller. Bonjour à tous les déconfinaux et déconfinettes de la planète. Hey, en préparation, il nous l'avait dit, il nous l'a refait. Hein? Non, Oui. non, puis là, on avait dit juste une fois, là. C'était... Oui, mais Trop tard! tantôt, c'était un blooper, ça comptait pas. OK, Là, d'accord. c'est pour de vrai. Là, c'est pour de vrai. Ça me fait peur. Grégory Blanc, président de Mentor Aéro. Eh oui, le célèbre moi, je suis là. Et Olivier Lacombe, le pilote désigné laconique. Oui, bonjour. Oh, Celui qui nous garde sur le droit chemin, Non seulement je vous garde sur le droit chemin, mais je m'occupe des GoPros. en charge des GoPro. C'est bon. J'aime ça. Il commence à être passablement multitasker. Hey, à nouveau réunis Oui. dans un Ouais. studio improvisé. Et Oui, sur un on aéroport. a, Oui. sur un aéroport et dans la caverne d'Alibaba de Ouais. Grégory. ouais, qui est communément appelée la salle de classe de Mentor Aéro. On On rentre sous permission seulement. Mais on retrouve ici tout plein de choses qui intéressent Oui, des notre gens André Allard d'aviation. national. Oui, moi je regarde, il y a plein des boîtes d'engrenages, des Un rotors, compresseur. des stateurs, des compresseurs, toutes sortes de pièces de moteurs qu'on voit un peu partout. Mhm. Les gens d'aviation, si vous avez jamais vu des pièces de moteurs séparées, sorties de leur contexte, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, c'est ici que ça se passe que tu les expliques. Venez me voir, je vais tout vous expliquer. Ou encore la minute du mentor. Ouais, exact. La Minute Mentor. Allez Sur voir ça. YouTube, Facebook, en tout cas, bref, de toute façon, on met toujours tous nos liens dans les show notes. Vous allez pouvoir aller faire un tour, mais voilà. Alors, on commence ça directement aujourd'hui par un échec. Virgin Oui. Orbit, Olivier. L'échec de Virgin Orbit, en fait, eux, ils ont dit que c'était pas tout à fait un échec à 100%. Donc, un peu de contexte. Virgin Orbit, qui est un peu la compagnie sœur de Virgin Galactic de M. Richard Branson, Mhm. Sir Richard Branson. Oh oui. Donc, eux, ils ont développé une fusée qui est larguée par un 747-400. Je crois que ça s'appelle Cosmic Girl, là, Ouais, 747-400. Sérieux? Donc, et leur fusée Launcher One, c'est quand même assez gros, 21 mètres, peut amener 400 kilos en orbite. C'est un peu le penchant nouvelle génération de la fusée Pegasus qui a été larguée par le B-52, entre autres de la NASA, et un Lockheed 10-11, la fusée de Orbital ATK, maintenant Northrop Grumman. Et la fusée Pegasus, elle était propulsée par un moteur à carburant solide, comme les boosters de la navette spatiale. Mais Launcher One, c'est un moteur à carburant liquide. Grosse différence. Et ce qui s'est passé, le lancement le 25 mai, ils ont tourné au-dessus du Pacifique pendant un bon moment. Ils ont fait la manœuvre. Le 747 a fait un cabré, est parti en montée. Ils ont largué leur fusée. Le moteur s'est allumé correctement et peu de temps après, la fusée a été perdue. On ne sait pas encore pourquoi, mais ce qui est important, c'est que l'avion et l'équipage est sain et sauf, récupéré au sol. Ils savent déjà qu'est-ce qui s'est passé avec la fusée, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et la prochaine fusée est sur la chaîne d'assemblage déjà. Ils devraient être en mesure de faire un autre lancement sous peu. Sous peu. Mais, et aussi, fusée perdue et équipage retrouvé. C'est On quoi, parle ils d'éjection. l'ont retrouvé quelque là? part aux Philippines dans la forêt, là? Ou Non, la fusée, il n'y a personne dedans. C'est juste une fusée pour mettre du cargo en orbite. Ah! Donc, le 747, lui, a fait sa manœuvre et la fusée a été larguée. Le moteur a été allumé. On va voir une photo dans les notes. Vous allez voir la fusée avec le moteur allumé sous le 747 qui est après monté et se sauver. Et la fusée a été détruite peu de temps après. Ah. OK. Ça fait combien de temps qu'il travaille là-dessus? Oh, excuse-moi, André. Mais il me semble que ça fait longtemps qu'on en entend parler de Virgin Orbit. Ça a pris du temps, il me semble, à se mettre en branle, tout ça. Puis... Oui, ça a été long parce que le développement du moteur a été compliqué. OK. Et puis là, comme c'est du carburant liquide, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal aller. Et dont de transporter une fusée avec du carburant liquide en dessous d'un avion. OK. Il Puis, n'y a pas de chance pour que ça leur saute Je veux en pas face. te lancer une question piège ici, là. Donc, si tu sais pas, c'est cool, là. C'était pas prévu. Mais c'est quoi la différence? Tu as dit c'est super important, là, de la différence entre carburant liquide et solide. Question bête, là. Pourquoi? Et c'est quoi la différence au niveau transport, admettons? Là? Un fusée à carburant solide comme les boosters de la navette spatiale, lorsqu'il est allumé, on ne peut pas l'éteindre. On peut pas non plus aller changer la puissance que la C'est fusée va 100%, donner. C'est puis 100%. C'est Ok. exactement la même chose que la version mini avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Une fois Ouais. que c'est lancé, c'est terminé. Oui, si on Pareil, veut. C'est la Oui, même oui. chose. OK, fine. Souvenez-vous de la navette spatiale, dans le cas de Challenger, le carburant, le booster qui a
que le joint d'étanchéité fait défaut et a brûlé, passé au travers de réservoir extérieur de carburant. Oui. Si ça avait été une fusée, un booster avec carburant liquide, il aurait pu dire on a un problème, on le coupe. Et puis là, la navette spatiale aurait pu faire une manœuvre pour revenir se poser sécuritairement. Il n'aurait pas perdu une Challenger. OK. Mais dans ce cas-ci, il ne pouvait pas, c'était juste on ou off. Et puis, de la même façon, avec le Launcher One, avec une carburant fusée liquide, ils peuvent moduler la puissance. OK. Donc, on sait que la moitié de l'atmosphère, le poids est sous 18 000 pieds. Donc, le 747 amène la fusée en haut de la moitié de l'atmosphère. Et ensuite, ils peuvent optimiser le fonctionnement du moteur jusqu'en orbite pour juste avoir la bonne poussée. Parce que même si on a une fusée et qui donne beaucoup de puissance, si on peut pas moduler la poussée, lorsqu'il y a trop de résistance de l'air sur la fusée, ben on pousse contre un mur qu'on peut pas déplacer. OK. Donc, on réduit la puissance. Vous avez sûrement déjà entendu dans le lancement de la navette spatiale quand ils disent « go for throttle up ». Oui. Quand ils sont rendus à un certain point dans l'atmosphère, il y a moins d'air en avant. Là, ça vaut la peine d'aller chercher plus de puissance, de demander au moteur de nous aider parce qu'il n'y a rien pour freiner l'avancée du véhicule. Hey, c'est une super question que je viens de poser là. Ouais, C'était une très bonne réponse aussi, Olivier. Merci beaucoup. Super. J'ai appris plein d'affaires puis je trouve ça super intéressant, Olivier, parce que il y a un paquet de choses que tu viens de raconter, de dire, que je savais, mais pas dans le bon ordre et pas au bon endroit. Fait que je suis sûr que c'est le cas de plein de nos auditeurs là, qui sont déjà sûrement au courant d'un paquet de ces choses-là, mais qui savent pas trop où les placer dans le... Et dans le cas du programme dont il est question, on parle de mettre c'est une fusée qui va servir à mettre en orbite des charges utiles à peu près de quoi? 300-400 livres, il me semble? 400 kilos. 400 kilos. C'est des microsatellites? Je sais pas si microsatellite à 400 kilos, je pense que c'est plus un vrai satellite. Ouais. Okay. Microsatellite, c'est pas comme en bas de 10 kilos, un truc comme ça. Là. Ouais. OK. Mais il faut comprendre ici que c'est un secteur en ce moment où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de demandes. Mm-hmm. Donc, les initiatives de compagnies privées, il commence à y en avoir de plus en plus. Puis moi, à un moment donné, quand cette nouvelle-là a sorti, on venait de terminer l'enregistrement de l'épisode suivant. C'est comme une heure après. Et moi, ça me choque des fois en aéronautique. on fait notre émission, puis après, une heure après avoir enregistré, il te sort une nouvelle. Là, Ouais. La réflexion que je me suis fait, et je vais faire un petit peu de digression, je vais sortir un peu du sujet. Un B-52 avec 30 à 40% d'économie de carburant, pour lancer ce genre de système-là, ça serait quoi sa charge utile? Parce que il me semble qu'il y aurait une charge utile absolument importante ou phénoménale par rapport à tous les autres systèmes de lancement. Faudrait voir les chiffres et je pense que 747 est plus... Ah ouais? Oui. Mais 747, le pot de collage, c'est près d'1 million de livres. Ouais. Le B-52, je pense que c'est comme 500 000 livres, un truc comme ça. C'est plus tactique. Le B-52, si mes souvenirs sont bons, c'est plus une question de voler haut, loin, longtemps, mais pas forcément avec une charge astronomique, là. De un, puis de deux, au niveau de la charge utile, puis il pourrait pas utiliser une fusée plus grosse ou quoi. Moi, je pense que c'est hyper niche ce qu'ils ont été chercher, Virgin Orbit. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir bien plus que ça. T'sais, peut-être que 500 kilos, ça aurait été mieux. Mais tu sais, ils viennent s'insérer dans un marché où 400 kilos de charge utile, ça fait la job, ça va permettre à des petites... Ils parlaient même... il y a des universités qui veulent envoyer leur propre mini-satellite, là. C'est pour ça que je parlais de micro-satellites, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Fait que tu sais, il y a un marché spécifiquement pour ça, fait que je verrais pas pourquoi, puis visiblement ils ont fait les calculs à ma place, là, mais il y a vraiment quelque chose qui est targeté avec cette charge utile-là, de la façon que c'est lancé, puis la plateforme utilisée. Okay. Juste pour donner un peu des chiffres en perspective, un B-52, la version H qui est en service en ce moment, c'est 488 000 livres au décollage. Pas plus que ça. 747, c'est juste en bas d'1 million de livres. Et aussi, l'autre chose qui est... la Queen, man, la Queen. L'autre chose aussi, c'est que le 747, c'est un avion qui est déjà certifié. Ouais. Donc, il y a des pilotes qui peuvent être entraînés, des simulateurs qui existent, il y a des pièces disponibles. Versus un B-52, il y a un utilisateur, puis ils sont pas prêts de s'en débarrasser. Puis si tu as besoin d'une pièce, il faut que tu partes avec une hache dans le désert d'Arizona chercher la pièce.
Fait que, hein? OK. Nous autres, on parle de ça longtemps, les échecs. Ouais, c'est ça. Quoi, c'est Une nouvelle important. brève, c'est une nouvelle Mise en brève. contexte écœurante, c'est parfait. Non, mais c'est intéressant. All right. Quand on est des geeks, si on en jase moins qu'une demi-heure, c'est bref. Ouais, j'avoue que effectivement, c'est. Oui, quand on dit plusieurs brèves, ça veut dire long épisode. Possible falsification d'une boîte noire par un transporteur russe, Greg. Et là, je veux dire, je vais tout de suite dire ce que j'ai découvert en discutant brièvement avec vous. Oui. Ce n'est pas le gouvernement russe qui a coincé cette fois-ci. Non, c'est assez surprenant. Étrangement, le FSB, le GRU ou le whatever, autre entité russe, il n'y a plus de KGB à cette heure-là. Mais non, rien à voir là-dedans. C'est un opérateur indépendant, Northwind, qui opérait dans ce cas-ci un 321, puis qui a fait un hard landing, dans le fond, qui a atterri de façon très forte, brutal, oui, sur le nez, donc un nose landing, là, vraiment, là, qui a été fait, sans endommager l'avion. On a vu des photos par la suite. L'avion a été endommagé, mais ce qui est absolument fantastique et aberrant dans cette... Scandaleux. Ouais, je voulais pas dire ça, mais OK. On va y aller scandaleux et désastreux, alors. C'est que les boîtes noires, les pilotes en ont été conscients. La compagnie, le management a pris conscience de ça. Et visiblement, sont sur la corde à raide d'eux autres aussi parce que ils ont décidé d'enlever les boîtes noires de l'appareil concerné, de les installer sur un autre 321. Ça, c'est arrivé sur un Airbus 321. De faire voler l'avion. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'on a les paramètres on réécrit. Le principe des boîtes noires, c'est qu'on réécrit tout le temps sur du data. Là. On ne garde pas le vieux. Là. Puis très souvent, c'est à peu près la dernière demi-heure de vol qui va rester conservée dans les boîtes. Là. Donc, en théorie, si tu voles 1 heure, tu as effacé toutes les données pertinentes. Exactement. Et donc, ce qui est arrivé tout simplement, c'est que dans le fond, le hard landing a été rapporté. Mm-hmm. Il y a quelque chose, puis c'est pas clair dans l'histoire, il y a quelque chose qui a fait que c'est arrivé à l'oreille des autorités. Donc, les autorités ont dit, c'est correct, on va venir vous voir, puis on va en profiter pour analyser le data des boîtes noires. Fait que, tu sais, gardez tout ça. Fait que la compagnie a dit, oh oui, pas de problème, on va downloader le data. Mais là, la saga, là, ce que je suis en train de vous raconter là c'est vraiment digne d'un film à la Jack Reacher. Là. OK? Honnêtement, là, l'avion, donc je vous ai dit, on a enlevé les boîtes noires de l'avion, on les a installées dans un autre 321, on l'a fait voler, on a envoyé un mécano sur un vol commercial normal, qui est parti là où le 321 avec les boîtes noires est nouvellement installé et s'est rendu. Il les a ramassés, puis il est revenu avec. Puis il a remis... Ils ont réinstallé dans Puis l'avion. ils ont réinstallé dans l'avion. Oh, wow. Puis le 321 qui a servi à changer les données, Oui. on lui a remis ses boîtes noires originales. Ouais, exact. Fait qu'en termes de falsification, là, ceux qui des fois se disent là, hey, sais-tu quoi, là, il me semble que ça a l'air compliqué. Non, ça peut pas être plus compliqué que ça. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Moi, quand tu m'as parlé de falsification, je me disais, ils ont trouvé le moyen d'overrider, de réécrire par-dessus. Ils ont fait ça sur un bureau, quelque chose. Non. On s'est organisé pour réécrire par-dessus le C'est quand le on data. dit, ça ne peut pas se falsifier, ces boîtes-là, c'est fait exprès. Ben, quand il y a une volonté, on trouve un moyen. C'est incroyable. Mais OK, bien, continue donc. Comment c'est qu'ils se sont fait pogner? Ils se sont fait pogner parce que quand ils ont... premièrement, il y a des marqueurs dans ces enregistrements-là. Par exemple, il y a possibilité d'effacer. Il y a une procédure spéciale là, qui fait que tu peux effacer, par exemple, le CVR, le Cockpit Voice Recorder, du cockpit. Il y a possibilité de le faire d'effacer le data sans avoir à revoler ou de changer la boîte noire d'avion. Là. Sauf que ça va laisser un marqueur dans la boîte. Donc, les autorités qui vont faire le download ne trouveront rien, mais vont savoir qu'il y a eu une demande, la procédure a été faite pour effacer le data. Fait que si, admettons, tu as eu un hard landing, tu n'as rien touché, là, OK? Puis tu fais juste redonner les boîtes aux autorités. Eux autres trouveront rien parce que tu l'as effacé, mais ils vont savoir que tu l'as effacé. Donc, ils vont être capables de dire, ben écoute, C'est un peu comme un délit de fuite, là. Ouais, Je t'ai genre, pas vu c'est un faire petit quelque peu chose, ça, mais là. c'est pire. Puis dans le fond, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'ils se sont rendus compte de plusieurs petites choses, dont entre autres, quand on a effacé, quand on a réécrit sur le data original du moment du hard landing,
il y a un petit bout de data du vol en question qui a apparu dans le data. Ils ont volé 25 minutes. Fait qu'ils ont peut-être pas volé assez ou le rewriting n'a pas été fait correctement. Et il y a aussi le fait qu'ils ont tout simplement le data qui a été donné aux autorités correspondait pas au vol. Donc, par exemple, l'altitude, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé, OK, c'est arrivé le 10 juin. Là. Aïe, aïe. Cette journée-là, t'as volé à 30 000 pieds pendant 2h15, machin. Ils regardent le data. Puis le data, il a marqué, il voit que le vol est à 27 000 pieds, puis ils ont volé pendant 4h30. Puis l'altitude d'atterrissage n'est pas le même, parce que c'est pas le même aéroport. C'est pas le bon vol, c'est pas le bon data. C'est pas, l'avion est tout brisé, puis il n'y a rien qui explique pourquoi l'avion est exactement. Fait que tout ça pour dire que ça a failli passer incognito, cette nouvelle-là. Mais ce qui est intéressant... C'est Mr. Bean qui a organisé un sabotage. C'est quoi cette affaire-là? Voyons donc. C'est incroyable. Ouais. Fait que la compagnie Northwind en Russie, ce qui est quand même intéressant de noter ici, c'est que les autorités de l'aviation civile russe ont vraiment pris ça au sérieux. Des fois, là, on a tendance à dire, ouais, la Russie... Tu veux dire que les gars ont disparu et sont maintenant dans des prisons en Sibérie? Je sais pas, en tout cas. Ils sont allés rejoindre les employés de Mitsubishi qui ont été victimes d'une purge stalinienne. Ouais. Quel plug! C'est bon, ça. Ah oui. Que je l'aime, celle-là. La mémoire de l'épisode. Donc voilà. Fait qu'il y a un petit peu tout ça qui fait que c'est absolument rocambolesque. C'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. C'est un excellent film. Puis si vous allez en Russie dans les 2-3 prochaines années, puis que le nom de votre compagnie ressemble à Northwest, parce que c'est Northwind, là. Ouais. Puis vous trouvez que le nom de la compagnie ressemble étrangement à... Puis c'est un 321. Ben même tu cours juste le nom de la compagnie. Mets-toi des tags après tous les membres de tes bras, tu sais, parce qu'en cas d'accident, pour qu'on puisse te retrouver. Ou tu fais comme les... ils vont peut-être prendre les Navy Seals ou les Delta là, qui écrivent qui se font tatouer leur groupe sanguin, ses bras, les jambes un peu partout. Là. Fait que... Ouais. Fait que voilà. Fait que c'est ça, cette triste nouvelle qui est absolument aberrante. Je capote. Ouais, c'est pas quelque chose d'usuel. Non, mais c'est vraiment, tu parles de falsification, là, tu pourrais dire, on a remis de la peinture ou, nous autres, en tant que mécanos, on a déjà entendu des histoires de même où les gars ont mis une couche de PRC. Oui, non, je pourrais t'en compter. Jamais. Non. Mauvaise langue. Donc, c'est ça. C'est tout on appelle ça du sabotage, de la falsification. Oui, tout ça, là, c'est déjà arrivé, puis malheureusement, ça arrivera encore. L'être humain étant ce qu'il est. Mais pousser à ce point-là, se donner la peine là, moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Puis tout ça pour mal le faire. Oui, surtout. Puis tout ça pour être pogné pareil, tu sais. Parce que t'as pas pensé qu'en volant c'est un vol différent, t'aurais des données différentes dans la boîte puis que ça correspondrait pas. Oui. C'est qui le tata que tu as vas-y. Mais en même temps, ils ont regardé Ferris Bueller. Ouais. Ils se sont dit, on va reculer le millage sur l'avion. Mais en même temps, ça te donne une affaire. Dans le film non plus. Non. Quand vous regardez des fois ceux qui sont amateurs d'épisodes de Mayday ou Désastre dans les airs en français, là, André, avec Gaston Lepage. Vous savez que souvent les gars du NTSB là, aux États-Unis ou du TSB au Canada, BST, oui, en français, excusez-moi. Cette affaire de francisation là, oh my god. Mais j'apprécie l'effort, merci les gars. Mais tu sais, souvent tu regardes ça, tu dis mais comment ils ont fait pour savoir que, puis c'est des choses, on a regardé la date ou on a regardé l'altitude ou tu sais, puis tu dis ah ben oui, hein, finalement c'est vrai que. Puis dernier point là-dessus que je trouverais intéressant, là, avant qu'on passe à autre chose. Encore une fois, tu te dis ouais mais tu sais sérieux, comment ils ont fait pour savoir que, parce qu'ils ont quand même réécrit par-dessus le data. Je vous ferai remarquer que dans le cas du crash d'Air France, le 330 au large du Brésil, on sait que l'avion a fait un flat. Fait qu'il a fait un comme à la piscine municipale quand tu veux impressionner les filles sur le bord. Là, puis que tu rates ton coup. Puis que tu rates ton coup, tu fais un gros flat dans l'eau. Là. On s'est rendu compte, puis je me rappelle de l'entrevue avec les gens, les Français du BEA, qui disait mais comment vous faites pour savoir que l'avion s'est tapé à plat sur l'océan? Il dit c'est tout simplement que les cargos, les boîtes cargo des bagages, ils sont écrasés. Tu sais, fait que comme quand tu écrases une canette là, de haut en bas. Là, fait qu'on sait qu'il s'est écrasé dans ce cas-ci de haut en bas. Ouais, descente verticale. Exactement, descente verticale. Fait que mon point est souvent c'est des petites affaires comme ça qui font que on se rend compte que on sait ce qui s'est passé. Fait que voilà. Donc, avis à tous les fraudeurs potentiels de Bureau de sécurité des transports, essayez de faire ça intelligemment. Hein? Ouais, c'est des petits vite. Bon. Exact.
Super. Passons à une bonne nouvelle pour Ah faire ouais, donc? changement. Allez, let's go. Pilatus a livré son premier PC12 NGX. Ah, yeah! Hey. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moteur du PC12 NGX, Grégory. Garrett. Garrett. Arc. Eh non, c'est un magnifique PT6. Full FADEC. Full FADEC. Nouvelle génération. Ouais, ça c'est vraiment. Puis comme le PC12 est un avion pour être au bras un seul pilote, évidemment un moteur full FADEC, ça vient encore alléger la tâche du pilote. Quoique c'est peut-être pas si un PT6, en tout cas les dernières générations sont pas si difficiles que ça à opérer là. Non, mais là dans ce cas-ci, on parle vraiment d'un moteur contrôlé électroniquement à 100%, ce qui n'a jamais été vraiment le cas. Jusqu'aux dernières générations si c'est pas écrit FADEC là, donc ou si c'est pas technologie FADEC, parce qu'il faut faire attention parce que des fois les OEM comme Pratt par exemple vont utiliser EEC, Electronic Engine Control. Ça peut être un hybride, c'est pas un vrai FADEC, tu as quand même de la redondance mécanique, tu as un input mécanique qui arrive du cockpit. Dans ce cas-ci, c'est purement électrique. Donc, on a un vrai contrôle FADEC au niveau du moteur. C'est un PT6E. Fait que c'est un 67, la série 67, les bons vieux PT6 A67 qui ont été transformés en full FADEC. Et ce qui est absolument fantastique, mais qui est passé un peu sous les radars. J'ai cru lire à droite à gauche que c'est ça. Ils ont fait ça parce qu'ils veulent pas cannibaliser les ventes parce qu'ils ont encore des NG à livrer. Donc, mais c'est passé sous le radar un peu, le PC12 NGX, donc qui a été livré à un premier client et équipé du bon vieux PT6. Ils sont rendus, ils ont dépassé 1700 avions livrés. 1750. Et c'était quand Pilatus avait fait son plan d'affaires sur le PC12, ça leur prenait 500 avions pour rentabiliser puis rentrer dans leur argent. Et la revue Flying à l'époque avait dans son article où il parlait du PC12 avait dit qu'ils en vendraient pas 100. Les analystes en aviation, faut jamais. Qu'est-ce qu'ils connaissent là-dedans, eux autres? Faut absolument pas rien. ça. Ben, en tout cas, on y reviendra en parlant fait qu'on de on leur souhaite bonne chance. Si besoin est, parce que c'est une fantastique machine. Sérieusement, à part le PT6, le PC12 a fait ses preuves. Au Québec, dans le cas qui nous concerne, Québec, l'Ontario, Orange en opère également. La Gendarmerie royale au Canada. La Gendarmerie royale. Je pense que c'est le single engine le plus polyvalent et qu'on ait vu sur le marché depuis peut-être le Beaver, le Otter. Caravane, c'est vrai. Parlant de caravane. Fantastique machine. Attends, fantastique machine. Non, on n'a pas fini. Non, je sais bien. Moi, je suis Claudia là-dessus. Parlant de caravane. Ah ben, en tout cas, tu m'as coupé. Moi, je m'en allais te lancer une petite affaire là, que j'avais entendue entre les branches. Mais OK, fine, on en reparlera une autre fois. Non, Qui vas-y, va- maintenant que t'as fait ça, là. Ouais. Il y a des rumeurs comme quoi peut-être un nouveau PC12 qui arriverait plus tard. un PC12 nommé Denali. Non, plus gros. C'est ce que j'ai entendu entre les branches. J'ai pas plus de détails que ça. C'est tout. PC15, PC18, quelque chose comme ça. Peut-être. OK. Il parle de quelque chose un petit peu plus gros. Ça- Pour passer au-dessus de 9 passagers. Un King Air 350 monomoteur. Ça se pourrait. Parce que le éventuellement. PC12, c'est grosso modo un Mais B200 monomoteur. en fait, je dis ça, c'est pas une grosse nouvelle. Ça fait plusieurs années que Pilatus étudie la faisabilité. Sauf que ça leur prend, le gros du problème, c'est que ça leur prend quelque chose de plus gros qu'un PT6. Fait que là, c'est là le gros point d'interrogation. Et pour de vrai, là, on ne sait pas exactement quel choix de motorisation serait fait parce que pour le moment, il n'y a rien qui viendrait dépasser ça. Ça prendrait plus que 2000 chars horsepower puis on n'a rien sur le marché pour le moment. Ouais, puis là, tu tombes au niveau du catégorie aussi transport, ce qu'on appelle au Canada, nous autres, le 704, c'est-à-dire que là, tu passes entre 9 navette. Navette, entre 9 et 19 passagers. Fait que tu as toute une réglementation qui change, c'est plus complexe, c'est plus... Ben, c'est soit ça ou quelque chose d'un peu plus cargo. Ouais. Donc, pas forcément plus de passagers, mais plus de cargo. Fait que, à suivre, et mon point est par rapport à ça, Pilatus, fantastique. Next. E-Caravan. Yeah! Oui, alors jeudi, le premier Cessna Caravan
électrique qu'on appelle le Magnetix. Non, Attends, Magnix. Il faut que je le regarde parce qu'honnêtement, Mais y a- moi aussi, y a- c'est y le a Magnix. Magnix, C'est la même compagnie qui a fait le moteur dans le Beaver électrique de Harbor Air. Oui. exactement, a fait son vol. Il a fait son premier vol. 30 minutes d'ailleurs. Pour un premier vol électrique, moi, je trouve ça excellent comme temps. Ouais. Ça veut dire qu'il y a vraiment... La technologie électrique commence à donner des choses intéressantes dans l'aviation générale. Peut-être que Pilatus devrait commencer à regarder ça aussi. On ne sait puis pas, peut-être qu'ils sont déjà là-dedans. Peut-être que Pratt & Whitney est là-dedans aussi, on ne sait pas. En tout cas. Ben, Pratt s'en vient avec un moteur hybride, on le sait Ouais. déjà. Là. Ils ont acheté un Dash 8 pour faire les tests. Là. Mais moi, c'est sérieusement, je trouve que c'est intéressant de voir le développement Mhm. des moteurs électriques dans l'aviation générale, justement dans le 9 passagers et moins. Là. Oui. C'est vraiment spectaculaire les avancées qu'on a eues. Parce que moi, si tu m'avais parlé de ça il y a 2 ans, j'aurais dit pas sûr ça va arriver. Il me semble que c'est encore pesant les batteries pour. Ouais. Et non, tout d'un Mais coup. je pense que ça va y aller vite, là. Je pense que le côté électrique de la chose va passer, ça va se faire en 2 étapes au niveau de l'aviation. Là. Puis, tu sais, je pense, là, je veux juste reprendre des concepts qui sont discutés régulièrement dans l'actualité. Puis je pense qu'on en avait déjà parlé, André, le fait qu'on commencerait très certainement par des appareils qui seraient alimentés en énergie électrique à travers des groupes auxiliaires. Donc, soit un APU, mais en fait, on le sait maintenant parce qu'on avait parlé à Bell, si tu te rappelles. On sait que c'est pas un APU parce que l'APU n'est pas aussi fiable qu'une vraie turbomachine. Donc, ce qui est tout à fait vrai et on aurait dû y penser. J'aurais dû y penser bien avant. Fait que je vais arrêter de dire APU et plutôt turboshaft avec des génératrices. Ouais. Puis, la prochaine étape, la deuxième étape serait des batteries partout. Oui. Fait que d'après moi, puisque le marché tend à montrer, c'est que ça va se faire en deux steps, là, en 2 étapes bien distinctes. Mais c'est fantastique, honnêtement. Ouais. Après le Beaver qui a volé à Vancouver, c'est une super belle suite là, avec le Caravan. Avion que j'affectionne déjà beaucoup dans sa forme normale, Ouais. turbinisée. Là. Ouais. OK. Et je vais ouvrir une parenthèse. Je vais profiter de l'occasion. Moi, j'ai regardé des vidéos, tu sais, que des gens aux États-Unis, il y a des gens qui sont partis de Seattle puis qui sont allés à Moses Lake voir le vol. Puis ils ont filmé Moses Lake, les Mhm. avions cloués au sol. Ouais. Il y avait beaucoup de 737 MAX. Des Mitsubishi. Et des 4 Mitsubishi, entre autres. Triste sort. Et il y avait des 737 MAX, des Whitetail, j'en ai compté 7. Ça veut dire que c'est des avions qui ont été assemblés. Puis Qui n'ont pas été vendus. Ils n'ont pas été vendus. Mhm. Mais pourquoi qu'ils ne peinturent pas directement le logo de Ryanair dessus? Sauverait du temps. Ça sauverait de la peinture, là, il faut sembler. Là. Gars, Willy, on va te sauver la peinture, ouais. Non, mais écoute, Mais, moi, je dis ça, tu sais, je dis ça, je dis rien. Là, C'est peut-être du vinyle blanc, puis en dessous, il y a déjà des logos de Ryanair. Ça serait écœurant. C'est comme, hey, Sérieux, ça serait hot. tu sais, ils font avec un petit piton, comme dans les cérémonies, là, t'appuies sur le piton, puis le truc qui tombe, il est Le déjà aux roule, ouais. couleurs. Quand est-ce qu'on peut avoir nos avions? Ben maintenant, là. On travaille super rapidement. Let's go, les gars, enlever le vinyle. Mais sincèrement, là, si Ryanair veut renouveler sa flotte, là, now is the time. Je pense qu'il pourrait repartir à zéro, le timer à zéro, avec des avions flambant neufs. Pour, Ben, en pour fait, ce revenir. qu'on sait, c'est qu'ils peuvent prendre les slots de livraison d'AirCap, là. Ouais. Ouais, aussi, il pourrait, ouais, effectivement. Parce que AirCap a annoncé cette semaine qu'elle allait repousser des livraisons. Je pense que c'est au-delà de 2023, hein, toutes les livraisons qui ont Ouais, repoussé. exact. Ils en ont juste quelques-unes en 20 et 21. Étrangement, personne ne prévoit louer des 737 MAX. Quelle Et- surprise! Ben, Hein, André? je suis Dis-moi tellement le donc. surpris. Ouais, ben, écoute, on s'en reparle. Ça, on s'en reparle d'ici la fin du mois de juin. Mais Le ouais, max, ouais, mais c'est- écoute, c'est un petit peu d'argent de lousse, tu sais quoi faire. Hein? Ouais, ben, oui, je m'achète T'as un grand des... terrain chez vous? Non, mais je m'achète des billets de l'Auto-Québec. OK. C'est plus winner que d'acheter des Max. C'est ça, tu veux savoir? Ah! Et l'Automax. Oh! L'Automax, ouais, ça, c'est plus winner. tu gagnes le gros lot, t'as un avion qui vient avec. On te le donne! Tu le non? prends. Ouais, c'est ça. Non, même si... Que je peux avoir la valeur en argent du Max, il te donne $1. Ouais, tu vois, et voilà, tu peux pas choisir Ah l'option, oui, ouais. comme la loterie à Noël, là, tu sais, tu peux prendre l'argent ou la la voiture. Là. C'est que, Ouais, ah, je vais prendre l'équivalent, t'es sûr? C'était un Max. Faut que tu nous donnes 50 cents. OK.
qu'on est méchant. OK. Fait que... ce qui est intéressant là-dedans avec AirCap, c'est que pour le moment, ce sont des reports, ce ne sont pas des cancellations. Ouais, mais il y a aussi des 320 là-dedans qui ont été reportés. Oui. Il y a même des E2 aussi, je pense, 1 ou 2 livraisons. Mais si, dans les dernières semaines, si tu as bien regardé, André, il n'y a pas beaucoup de 320 qui ont été cancellés, mais tout est repoussé. Puis c'est là-dessus que Airbus console, entre guillemets, là, en se disant que oui, ça va affecter la production à court terme, mais que au moins, on va toucher du bois, au moins, il n'y a pas de cancellation. Ouais, tant que le contrat n'est pas déchiré, tu as toujours un lien avec les clients. Si le client ne fait pas faillite. Oui, ben en fait, c'est peut-être ça qui est en train de se passer avec AirCap. Pour l'instant, il n'aurait pas de possibilité de faire des annulations sans pénalité, mais si jamais il y a un report encore de la certification, par exemple, ça se pourrait que leurs annulations deviennent beaucoup moins dispendieuses. Ouais. Effectivement. Enfin, à suivre. Oui. Mais on va faire un tout petit détour par Renton pour donner une seule nouvelle digne de ce nom et malheureuse, encore une fois. On a commencé les mises à pied. 16 000 mises à pied qui ont été annoncées. Mm-hmm. C'est on s'y attendait, mais quand ça arrive, c'est jamais une bonne chose. Je suis triste pour les gens de Boeing. Évidemment, dans le contexte actuel aussi, tu sais, de la pandémie puis de la crise que vit l'aviation civile, tu rajoutes la crise du MAX à travers ça, ben ça devenait évident là que ça s'en venait. Malheureusement, donc c'est pas une bonne nouvelle. On se réjouit pas de ça. Moi, je suis pas content de ça. Curieusement, c'est la même journée que Boeing annonçait la reprise de production du MAX. Comme si on avait besoin d'une bonne nouvelle, tu sais, pour compenser. Ouais. Et en fait, il y a eu une autre bonne nouvelle qui sera peut-être de courte durée, mais l'action a pris quelques dizaines autour d'une dizaine de pourcents. Mais en fait, il semble que ce soit les débuts de la spéculation. Donc, les analystes commencent à se demander si l'action a atteint son minimum actuellement et donc commencent à spéculer là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y aurait eu un rebond. Ça, et la cote de Boeing a été améliorée selon RBC. Donc, c'est rendu un buy. Ah, ouais. Oui, mais le plus drôle, c'est que selon eux, il y a toujours... Tu parles du Lotomax, toi, là, qui est dans un bail. Ben, ça aurait peut-être plus de sens. Mais ce qui est cocasse, c'est qu'ils disent, dans le fond, si ça va bien, l'action va prendre 15%. Si ça va mal, elle pourrait perdre encore 40% avec une cible à 87 $. Fait que je vois pas vraiment pourquoi on recommande l'achat dans ce contexte-là, mais bon, c'est pas moi, visiblement. Ah, c'est comme... Ouais, en tout cas, bon. Ouais. Okay. Un peu particulier, mais on se demande toujours un peu ce qui se passe avec l'action, puis est-ce que ça reflète la réalité? Présentement, pas du tout. On est complètement déconnecté. Ouais, non, c'est... Bon. Je comprends pas. Enfin. Je comprends pas. Boeing, je t'en connais plus. Ben oui, justement, en fait. Passons. Raytheon se sort beaucoup mieux de la crise grâce à sa fusion. Ce qui est d'habitude est dispendieux pour une organisation et peut signaler des coûts pendant quelques années avant qu'on soit capable de récupérer son investissement et tout. Cette fois-ci, ça a été un coup de maître avec un timing assez exceptionnel. Ouais, mais c'est certains analystes qui disent que donc ça c'est on parle de la fusion entre Raytheon et anciennement UTC. Donc là c'est devenu Raytheon Technologies. La plupart des analystes s'entendent pour dire que ce qui a fait que ça a été relativement bien et mieux que certaines autres fusions dans le passé avec d'autres compagnies, c'est que, dans le fond, UTC a déjà eu cette expérience-là quand ils ont racheté Goodrich. Donc, on va reculer un petit peu dans le temps. Là. Quand ils ont racheté Goodrich, c'est devenu UTAS, donc United Technologies Aerospace Services. C'est notre ami et collègue M. Bellemare qui s'était occupé de ça, de l'intégration de Goodrich dans UTC. Et ils ont aussi, il y a aussi dernièrement, là, il y a même pas 2 ans, l'intégration de Rockwell Collins, qui avait été racheté encore une fois par échange d'actions. Ton point, c'est... Donc, les autres disent que c'est suite à ces grosses fusions / acquisitions... ils ont de l'expérience d'intégration bien faite. Exactement. Et donc, ils ne devraient pas tarder à avoir déjà de très bonnes synergies
et à retrouver une certaine efficacité, parce que là, on sait que quand il y a des fusions comme ça, ben là, ça commence, la valse des postes, puis qui garde quelle position, puis qui devient quoi. Moi, j'étais directeur chez Raytheon, j'ai perdu ma job chez UTC ou whatever, là. Ça devrait se faire relativement assez rapidement, si c'est pas déjà fini. Et donc, on devrait commencer à avoir déjà de très bons résultats. On s'attend à de très bons résultats de cette fusion-là. Donc, thumbs up. Ça semble être bon. Là. Ben, c'est sûr que pour UTC, que d'être allé chercher un partenaire qui est très présent dans le secteur militaire. Absolument. À ce ça moment... l'a coussiné présentement. Écoute, c'est sûr que je pense pas qu'ils savaient là, ce qui s'en venait. Là. Mais le timing, sérieusement, je pense qu'ils vont mettre la photo de Greg Hayes et de l'autre qui était chez Raytheon, dont j'oublie le nom. Là. Je pense qu'ils vont mettre ça à côté de timing dans le dictionnaire parce que tu peux pas avoir mieux que ça. Ben, comme quoi, tout le monde qui parle du succès en affaires sans parler d'une petite proportion de chance est complètement en affaires, illusionné. On dit toujours, timing is everything en affaires. Parce absolument. Oui, parce que là, avec on sait que les Américains vont passer à travers des programmes de défense et de recherche et développement pour renflouer certaines compagnies, centres de recherche et tout ça. Là. Donc, ça va passer à travers la défense. Fait que c'est sûr que UTC, Raytheon Technologies va en bénéficier. Donc, ça, c'est parfait. Au moment où on va avoir un ralentissement au niveau du commercial. Là. Fait que c'est impeccable. Bravo pour leur timing. Air Canada ajoute des vols cargo. Et oui, encore 5 vols. Ben, en fait, c'est pas juste des vols, c'est des destinations. À partir de Montréal, Air Canada a ajouté 5 nouvelles destinations cargo. On parle... Fait qu'il y a du stock qui part d'ici vers quelqu'un, là? Ou vice-versa. OK. OK, ça sert d'être dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, t'as Lima. OK. Donc, t'as 2 pays en Amérique latine. Après ça, t'as Amsterdam, t'as Dublin qui a été rajouté aussi et Madrid en Espagne qui a été rajouté. Donc, 5 nouvelles destinations. OK. Ce qui est intéressant, c'est que Air Canada a élargi sa flotte de tout cargo. Ouais. Donc, maintenant, ils ont rajouté 4 Boeing 777-300ER convertis cargo et 3 A330-300 aussi convertis en cargo. Okay. Donc, il n'y a plus de siège. On s'entend, c'est pas des vrais cargo, là, c'est des conversions temporaires. C'est à travers les STC dont on a parlé dans les derniers épisodes. Alors, ils ont une flotte maintenant chez Air Canada. Maintenant, ils ont plus que 10 appareils cargo. OK. Plus les 787 qu'ils utilisent quand même aussi, qui n'ont pas été convertis, mais dont la charge utile en cargo les satisfait. Dans le communiqué de presse qui est sorti la semaine passée, Air Canada disait qu'ils avaient effectué plus de 1200 vols tout cargo maintenant depuis le début de la pandémie. Ah ouais. C'est impressionnant de voir à quel point on s'est adapté rapidement. Puis effectivement, moi, le cargo, les vols tout cargo pour Air Canada, c'est la bouée de sauvetage en ce moment. C'est à peu près la seule affaire qui est rentable, on s'entend. C'est pas à voler des vols avec 25% de passagers que tu vas faire de l'argent, non? Fait que, non, c'est ça. Non, et c'est vraiment 5 destinations à partir de Montréal. Donc, Montréal est en train de redevenir un hub de cargo, comme c'était le temps dans les années 50, 60, 70. Là. OK. Intéressant. C'est une tendance qui va tenir. Parlant de cargo, on regardait ça passer tantôt en préparation d'émission avec Olivier. Pour les amoureux d'aviation, les geeks et les plane spotters, préparez-vous mentalement parce qu'il se pourrait à 2 occasions et pour la dernière fois qu'un A380 vienne à Montréal. En tout cargo, lui aussi. En tout cargo, mais avec les sièges. Là, comme on a vu les photos passer, là, qu'ils mettent ils mettent des protections sur les sièges puis ils mettent des boîtes par-dessus. Là. Hey, tu voudrais-tu vider à la main un 380, tu mets une boîte à la fois? Tu sais, siège ça dépend. Si c'est pas travailler ou faire ça. Ouais, il y a ça. C'est sûr que pour les gens de Swissport, c'est comme il y en a plusieurs qui vont être rappelés au travail pour ça. Ouais, fait que c'est la possibilité très certaine et sérieuse d'une dernière fois à Montréal du A380 et probablement dans le monde. Là. D'ici la fin de l'année, je pense pas qu'il va en rester beaucoup. À part peut-être Emirates là, qui va flyer ces derniers. Là. Il n'y a pas aussi un avion cargo bien aimé de tous qui va revenir bientôt? Je sais pas, Olivier, de quoi tu parles? Il reviendrait, oui, j'ai vu ça. En fait, cette semaine, il reviendrait encore une fois. Une 3e fois à Montréal? Notre ami, le Cossack.
Ouais. Mais c'est Myria, son... Moi, j'y vais avec le nom de rapport de l'OTAN, COSAC. Ouais. Ah, écoute. On est membre de l'OTAN au Canada, donc moi, j'utilise ces... On est encore membre? Okay. Ouais, moi, j'utilise nos privilèges de membre, donc c'est un AN225 COSAC. OK. Donc, nous, on a payé notre cotisation, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. mais pas assez, visiblement, au dire de Trump, là, mais ça, c'est... En tout cas, fine. Mais, ouais, pour une troisième fois, c'est vraiment un réel succès, cette organisation-là. Donc, encore une fois, ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas eu la chance, on fait attention, je vais faire mon André, là. On fait attention où est-ce qu'on se parque, on va pas dans les champs. On respecte la réglementation. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens... Et les terrains privés, il y a des gens qui se sont fait virer la dernière fois. Ouais, puis je pense que le service de sécurité aéroportuaire de Montréal aussi. Ouais. Comme il y a beaucoup de monde de disponible, eux autres aussi. Ils ont rien d'autre à faire que d'aller s'occuper. Ils se sont présentés en grand nombre à Mirabel la dernière fois. Ils ont pré-signé des étiquettes, là, sont pré-datés et tout, là. Ils ont juste à mettre le chiffre. Fait qu'on fait attention à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans le fond, un avion aussi gros, aussi dispendieux à opérer, peut être utile quand la demande ou le volume est là. Ouais. Parce que quand ils font venir le 225, ils économisent 3-4 vols réguliers, là. Ils disent que c'est à peu près... là, j'ai pas le chiffre exact, OK, puis on en reparlera dans les prochaines semaines si on est capable d'avoir le bon chiffre. Mais ce que j'ai vu passer dans les médias, André, c'est aux alentours de 3 millions pour affréter le... Non, mais combien de quantité de cargo de plus que les autres? 2 à 3 fois en volume. Bon, voilà. Et 2 fois, si mes souvenirs sont bons, comparé à, mettons, si tu foulais un 747, là. Ouais. Donc, puis avec le 380, ils savent pas trop parce que la version cargo, c'est comme, admettons, ça fait penser à ça. C'est pas la moitié de... Ouais, mais c'est ça, parce que les gens pensent qu'avec le 380, on pourrait faire ça. Mais transformer un A380 passager en cargo temporaire, comme Air Canada l'a fait, par exemple, ça libère pas tant de charges ce utiles serait que pas ça. exactement pas autant qu'on pense parce que l'avion est pas structurellement parlant puis au niveau de l'espace est pas optimisé pour du cargo. Donc en termes de volume, c'est pas si tant que ça. Okay. Puis en ce moment, on le sait que c'est pas une question de poids. Les 2 vols qu'on a eu de gate, là. Ouais, c'est ça, c'est les 2 vols qu'on a eu à Mirabel ces derniers temps là. L'avion aurait pu transporter 2 fois plus que ça en termes de poids, mais c'est le volume qui... Ils remplissent l'avion. Ils remplissent l'avion, mais il n'est pas à sa pleine charge comme en termes de poids. Les Hercule, les nouveaux Hercule des modèles J, les bébés Hercule, les courts et les longs, les Dash 30. Ouais. Souvent, le Hercule, son problème, c'est qu'il va être rempli en volume avant d'être rempli en poids. Ouais. Avec la version allongée, la version de Dash 30, comme ceux qu'on a achetés au Canada. Le contraire. C'est le contraire, il n'y a pas de problème. C'est qu'on peut vraiment remplir l'avion, puis on part avec l'avion. Okay. Versus avant que... Oui, mais l'avion il est plein, mais on en peut encore mettre 15 000 livres dedans. Oui, mais il n'y a plus de place. Exact. Ouais, mieux d'avoir un petit peu de pouvoir en réserve, c'est pas plus bête. Puis pour finir là-dessus, au niveau du tout cargo, là, donc on sait que l'Antonov, on a beaucoup parlé que c'était Nolinor. Puis il y a une compagnie de logistique, experte en logistique aussi, qui s'occupe d'organiser les vols, je crois, dont j'oublie le nom. Je m'en excuse. Fait que c'est Nolinor et ses partenaires qui affrètent l'Antonov. C'est quand même aussi important de mentionner que de son côté, il y a Chrono Aviation aussi qui en a fait. Peut-être un petit peu moins prestigieux parce que c'est eux autres affrètent des avions qui sont disponibles au moment. Puis donc on a une couple 2 ou 340 qui sont venus à Dorval, eux autres, affrétés en partenariat avec la compagnie ou à travers la compagnie. Je pense que c'est iFly, si je me rappelle bien. Oui, c'est iFly. Le 380 qui va venir aussi, c'est l'avion iFly. d'iFly. Donc ça serait Chrono qui serait... Ça, je sais pas. Je sais pas, mais je voulais juste quand même mentionner que Nolinor a fait de l'excellent travail pour affréter l'Antonov. Puis Chrono a travaillé également aussi à en faire venir. Ça se pourrait qu'il y ait de la compétition entre Chrono et Nolinor aussi à ce niveau-là. Je veux pas embarquer là-dedans. Je voulais simplement mentionner qu'il y a du travail de fait des 2 côtés. Présentement, il y a de la job pour tout le monde qui est capable de faire ce travail-là. Exactement. C'est direct là je m'en allais. C'est que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que même toi, André, tu serais capable de t'organiser quelque chose. Comment aller ça, un même petit J3, toi, quelque chose avec une boîte ou 2 sur tes genoux. Ouais, c'est le même. C'est le petit ton, là. Ouais, c'est le même, ouais. Même toi, André, tu serais capable de faire ça. Ouais.
Quoi? OK, excuse-moi. On a quelqu'un en studio qui est complètement rouge comme une tomate. C'est très drôle. Là, moi, j'ai chaud. Fait que... Non, je suis pas mal à l'aise. Bon, je vois pas du tout. D'ailleurs, parlant de quelqu'un de quelque chose de mal à l'aise qui est un peu chaud, limite de vitesse pour le F-35? Oui, le F-35. Hey, notre sujet favori en défense. Oui, ben il y a des gens qui aiment beaucoup parler du Max. Moi, j'aime ça parler des F-35. Vous avez peut-être vu passer récemment dans les publications spécialisées, même les publications grand public ont repris ça avec entrain parce que frapper sur la tête du F-35, c'est comme frapper sur la tête du 737 MAX, c'est toujours de bonne augure. De bon augure, c'est toujours agréable. Donc, il est venu aux oreilles des gens que les F-35, la version B et la version C avaient un problème au niveau de la structure. Lors de vols supersoniques soutenus, donc au-delà de Mach 1.2, la structure du B et du C pourrait avoir des déformations, des ballonnements, et ça viendrait affaiblir la structure au niveau des stabilisateurs. Comme l'avion, si vous le regardez d'en haut, on a où les stabilisateurs horizontaux sont attachés. Il y a comme 2 poutres et les stabilisateurs verticaux sont aussi attachés là-dessus. Et donc, c'est la structure à ce niveau-là qui vient être endommagée. Et là, il y a eu un article de Valerian Signa de Defense News avec le pilote d'essai Billy Flynn. Canadien. Un Canadien, exactement, qui, pour la petite histoire, a fait la première démonstration d'un F-18 canadien au Bourget à l'époque. Donc, la routine qu'on voit dans les airshows des forces canadiennes du F-18, c'est grandement basé sur les travaux de Billy Flynn à l'époque. Et la démo du F-35 qu'on a pu voir à Bagotville et à Gatineau est basée sur les travaux de Billy Flynn également parce qu'il travaille pour Lockheed Martin. Donc, lui, il venait expliquer à Mme Valerian Signa que ce qui s'est passé pour quelle raison que le F-35 a eu des problèmes de structure, c'est qu'il faisait des missions de 4 à 6 heures de durée avec beaucoup de ravitaillement en vol et durant ces missions-là, l'avion accélérait toujours. Il devait accélérer l'avion en vitesse supersonique pour larguer les missiles, larguer des bombes pour faire des tests. Donc, l'avion a jamais été conçu pour voler de façon soutenue au niveau supersonique pendant très longtemps et lui, après son vol, il revenait avec l'avion à Patuxent River, au Maryland. Il faisait le tour de l'avion, il n'y avait aucun dommage apparent, mais les mécaniciens, les ingénieurs, avec les détecteurs à ultrasons ou des essais non destructifs. Ou des essais non destructifs, on se sont rendu compte qu'il y avait une certaine délamination au niveau de la structure en composite sur l'avion à ces endroits-là, et on dit, c'est après, on a des dommages, donc si on veut garder nos avions 40-50 ans, il faut en prendre soin, on va mettre des limites de vitesse sur ces avions-là pour, en opération normale, surtout de l'entraînement, pour pas que ça vienne se reproduire. Donc, on parle, exemple, pour le F-35B, limité à 50 secondes à Mach 1.3. Et le F-35C, 80 secondes à Mach 1.2, 40 secondes à Mach 1.3. Et ça vient être... ce laps de temps-là vient être remis à zéro si l'avion passe 3 minutes à puissance maximale sans post-combustion. Et là, le monsieur Flynn, ce qu'il a mentionné, c'est que en temps de combat, s'il y a un ennemi qui vous court après, vous devez passer une vitesse supersonique, vous allez le faire, il n'y a aucun problème. Vous allez sauver votre peau. L'autre chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est que le F-35, c'est un avion de 5e génération. Et le vol supersonique soutenu, c'est vraiment un concept de 4e, voire 3e génération que les Phantom au Vietnam ou les F-14, les F-15, F-18. Et si vous êtes bien furtif avec votre avion, personne ne vous a vu. Et là, vous accélérez supersonique, une vitesse supersonique avec l'avion. Donc, le moteur va faire beaucoup de chaleur avec la post-combustion. Vous allez être extrêmement visible à tout le monde qui regarde avec une caméra infrarouge. Donc, vous ne serez plus si furtif que ça. Donc, avec un avion comme le F-35, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller aussi vite avec l'avion. Et c'est des concepts comme je disais, de 4e génération qui ne s'appliquent pas vraiment à cet avion-là. C'est une autre façon de faire. OK. Donc, il ne faut pas juger trop vite quand on... Oui. Donc, c'est surtout des limites qui ont été mises sur l'avion pour en opération, en entraînement. Pour pas briser les avions au bout de 20 ans quand ils sont supposés durer 40 ans. Mais c'est intéressant, l'article dont Olivier parle. Sincèrement, vraiment bien monté. On a bien répondu aux questions quand on préparait l'émission puis qu'Olivier nous a fait passer l'information. Moi, je m'attendais encore à être ça va être un speech de vente de Lockheed, puis on est beau, on est fin, ça fait longtemps qu'on existe, puis tout ça. Mais en fait, Billy Flynn, qui gère l'entrevue avec la journaliste, a amené vraiment des bons points, des trucs que de dire, écoute, oui, c'est vrai, on s'en cache pas, ça peut endommager la structure, mais t'es pas supposé, comme Olivier l'expliquait. Juste une note, les limites de ça, ce que je vous ai donné, je les ai inversées. Donc, le F-35C, il y a une seule limite, le F-35B, il y a 2 limites. OK. D'accord. On va mettre l'article dans les notes, vous allez pouvoir aller lire ça. Absolument. Ouais.
On a fait un petit test de catapultage. Ça, c'est intéressant, par exemple. Oui, ça, c'est vraiment impressionnant. Le F-35, lors de la version C, lors de son intégration sur les porte-avions de la marine américaine, l'avion est catapulté. Il n'y a pas la soufflante pour le vol vertical comme les versions B pour les Marines. Donc, on fait des tests avec la catapulte. On veut savoir c'est quoi le minimum de force que la catapulte peut donner, peut imprégner à l'avion pour qu'il puisse quand même prendre son envol sans s'écraser dans l'océan. Fait que s'il y a une défaillance de la catapulte, genre, Ouais. admettons. Elle donne juste 50% de l'accélération. Ouais, est-ce que l'avion est capable de puis Ou, là, il ça me descend comme rappelle ça? une certaine scène dans un film culte. Ou Catapulte 3 et 4. Brisé. Ouais, c'est ça. Ou On tout peut simplement, lancer on n'a pas Open mis le bon Interceptor. poids. Donc, l'avion pèse 55 000 livres et on le catapulte avec un poids de 35 000 livres. Donc, il y a un manque à gagner au niveau de la force. OK. Donc, on voit l'avion qui accélère sur le porte-avions et rendu au bout du pont, du pont d'envol. Il descend, on le perd de vue et après quelques secondes, on le voit remonter et poursuivre son vol. Et il y a aussi une autre scène, une autre prise de vue où la caméra est sous le pont d'envol. On voit l'eau, et on voit l'F-35 qui quitte le pont d'envol, qui s'approche de l'eau. On voit les élévateurs qui sont braqués complètement vers le haut pour faire monter l'avion. Ouais. Et on voit le souffle du moteur qui vient agiter l'océan. Et l'avion finit par accélérer et monter. Il y a une autre super Salut, ces pilotes-là, vidéo c'est des qui fous. roule sur YouTube, Olivier, ça me fait penser à ça, là. Le fameux le Hawkeye qui a manqué le câble d'arrêt, puis qui passe tout droit, puis qui voit qu'on va tomber au bout, puis qui finalement on le voit partir Ouais, au loin. il y a beaucoup là. de vidéos comme ça. Il y en a un aussi, c'est un F-14 qui Ok. atterrit, la crosse d'appontage a brisé. Et l'avion arrive, c'est F-14A, donc on voit que la page de condition est complètement enclenchée. L'avion roule sur la piste d'atterrissage. L'avion tombe au bout du pont d'envol. Les pilotes s'éjectent. L'avion disparaît. Et puis là, on voit l'avion qui monte à la verticale, les moteurs à pleine puissance. Avec Ouais. 2 parachutes qui descendent, mais puis personne dans l'avion. L'avion, lui, est parti. Merci, bonsoir. On voit la caméra qui suit l'avion. Puis l'avion quitte le champ de la caméra. Et au revoir, F-14. On va mettre ça dans les notes. C'est vraiment spectaculaire. Et on peut pas le diriger à distance, hein. Fait que. Non, lui, il est un petit parti. F-14 qui tombe quelque part, ça doit pas être. Ça me surprend, par exemple, que quand tu t'éjectes, ça coupe pas tout, là, tu sais. On fait juste sortir de là, puis... C'est pas l'avion. nécessaire Parce comme que pilote. j'ai appris quelque chose que j'ignorais totalement en préparation d'émission avec Olivier. Ça me fait penser à ça, parlant de système qui désamorce quelque chose, là. On jasait tantôt d'atterrissage, puis de porte-avions, puis tout ça. Puis Olivier nous faisait remarquer que sur les F-18, par exemple, les F-18 canadiens, parce qu'on parlait de dureté d'atterrissage, et il nous mentionnait que cette dureté d'atterrissage, des fois qu'on voit, avait une utilité dans le sens où il y a des switches rattachés au train d'atterrissage qui font que quand tu atterris sur le sol ou un porte-avions, ça désamorce radar, canon, bombes, etc. et autres systèmes que j'oublie, là. Fait que quand tu y penses, c'est comme ah ben oui, c'est vrai, tu sais, ça serait bien que le canon se permette pas à, tu sais, le pilote il accroche le canon en sortant du cockpit. Oh, excusez. C'est arrivé en Belgique l'année passée. Super. Oui, c'est vrai. Oui. Sur les F-16. Ouais, mécanicien qui travaillait sur un F-16 Ouais. et puis le canon a fait feu pour une raison, ils se le demandent eux-mêmes parce que Ouais. le canon n'est pas supposé Dans faire le feu au hangar? sol. Non, sur le tablier. Ah ouais. Puis ça a détruit 3 avions. Ouais. Puis C'est vrai. sur cet avion-là, ce F-16-là, maintenant, ils ont mis une marque de victoire. Il y a un F-16, il y a une silhouette de Un F-16. kill. Ah ouais. J'ai shuté down mon avion au sol. Oui, c'est ça. Je suis pas sûre que souvent ils marquent les tirs amis là-dessus, là, mais d'accord. Là, ils l'ont fait. Ouais. Fait que Oh, voilà, fait que l'ironie. c'est ça qui est intéressant dans tout ça. La technologie rattachée à ça, c'est ça qui est cool. Enthousiasme en attente, on va dire, SpaceX ne décolle pas. SpaceX n'a pas décollé. Ils étaient probablement des millions à regarder sur YouTube Refresh. le livecast Refresh, oui. de SpaceX et de la NASA. Mercredi pour Et le leur lancement super de soupe. Crew Dragon. Oui, avec leur nouveau habit. Il y a beaucoup, c'est très polarisant. Soit qu'on aime le nouveau l'habit d'astronaute de SpaceX, soit qu'on n'aime pas. Ouais. Mais on est tellement habitué de voir l'habit des Jaune, astronautes orange de la ouais. spatiale ou blanc qui s'utilisent en espace, mais que c'est quand même des designs qui datent. Dans le cas des oranges, c'est comme le design pour le Blackbird ou le U2. Ouais. Puis dans l'espace, c'est une version avancée de l'habit d'Apollo. Donc là, on voit un nouvel habit spatial, puis les gens sont comme on n'est pas habitué, ça me graphique les yeux, j'aime pas ça. Celui qui a ouais, l'air d'un trooper, là. Ouais. Qui a l'air d'un Exactement Stormtrooper, là.
Ben, il a l'air de... Ben, ça a l'air des habits dans le jeu Mass Effect, là. Moi, j'aime ça. Ben, c'est ça. Non, Ouais. mais je vois pas pourquoi c'est aussi... Ça ressemble un petit peu comme aussi correct. le film avec les kids là, qui se battent contre Mais- des fourmis, là, Ender's Game. Ouais, Mais- j'ai pas vu celui-là, malheureusement. C'est, Mais bref, le c'est dragon, futuriste au bout. est resté au sol. Il y avait des conditions météo qui ne pouvaient pas être respectées pour le lancement. Il y avait des éclairs autour de la fusée. Eh ben, pas à courte distance, mais dans la région. Il y avait une charge électrique atmosphérique élevée Mhm. et il y avait un nuage à tête d'enclume qui était dans la région. Donc, quand ils font un lancement de fusée, ils ont des conditions météo très strictes qu'ils doivent respecter. Des fois, vous allez voir, ils vont lancer une fusée, c'est un beau ciel bleu, il n'y a pas de vent, tout va bien, mais à haute altitude, il y a un cisaillement quelconque à cause du courant jet. Et ils sont comme non, on peut pas décoller la fusée, on risque de l'abîmer en passant à cet endroit-là. Donc, il y avait 3 conditions qui étaient violées et ils ont décidé non, on décolle pas. Donc, les astronautes sont restés dans la fusée, ils ont déchargé tout le carburant et une fois que le carburant était déchargé, ils ont pu remettre le bras d'accès. Ouais. Là, les gens 40 sont venus pour- minutes. Il annonçait, ça prend 40 minutes à défiouler la fusée. Le ravitaillement, c'est plus rapide, je crois. Ouais. Fait que, parce qu'ils utilisent une grosse partie, c'est de la gravité là, pour défiouler. Fait que les gars, ils ont attendu 2-3 heures pour partir. Puis là, il faut qu'ils attendent 40 minutes Ouais, de mais plus c'est pour parce qu'en sortir. plus de ça, tes tuyaux sont en pression négative. Si tu te mets à tirer sur la pression, tu es en pression négative dans ta tuyauterie, c'est complètement différent. T'es Ça- déjà full bien installé dans ta couche. C'est pas 40 minutes de plus ou de moins qui... Ouais, c'est vrai que Il y a ça. Olivier, ils ont-tu des couches? Je pense que oui, ils ont des Oui, couches. oui. Ah Oui, ouais. parce C'était qu'ils pas une gardent... joke? Ils ont 24 heures. Je pense qu'ils gardent les... Ben, Normalement, c'est 24 heures. c'est 19 heures. Là, comme là, ils partent demain, samedi. Fait qu'à cause de cette plage horaire-là, ça va prendre 19 heures à aller rejoindre la... Mais il y a aussi le fait que la capsule Soyouz, les Russes, ils n'ont pas tout à fait le même. La capsule Soyouz, c'est très petit comme habitacle versus que la navette spatiale ou Ah, mais dans ce sérieux, on cas-ci, dirait Dragon 2. minivan, ça n'a pas rapport, là. C'est très, très grand, ce qu'ils ont maintenant. Ouais. Donc, dépendamment de là, c'est le premier vol habité. Donc, ils vont garder leur habit. Ouais. Mais j'ose croire que dans le futur, quand ils vont avoir beaucoup de vols sous la cravate, façon de parler avec SpaceX, ils vont probablement pouvoir décoller une fois rendus en orbite, enlever du stock, puis... Parce qu'il y a une toilette de prévue pour Crew Dragon. Je sais pas si elle est installée sur celle-là. Probablement pas. C'est probablement la version qui va aller autour de la Lune, tout ça. Ouais, OK. C'est beau. Eh boy. Mais c'est comme le premier vol à navette spatiale avec les... On a des conversations avec- intéressantes. Oh non, mais avec sérieux. John Young, ils ont gardé leur habit tout le long du vol Ok. parce qu'ils savaient absolument Changement pas de qu'est-ce qu'elle sujet. allait. Moi, je changerais de sujet. Là. Je me sens après. Ouais, oh, peux ouais, faire ouais, ça? ouais. Ben, en fait, oui, on va parler de la fin de la construction des avions commerciaux chez Bombardier. Oui. Ah, notre dossier aujourd'hui. Ben, en fait, c'est ça, dimanche, le 31 mai. C'est la dernière date où Bombardier est propriétaire du programme CRJ. Le lendemain, c'est MHI et RJ Aviation, donc Mhm. Mitsubishi Heavy Industries Regional Aviation qui prend le Ça, contrôle. c'est ce qu'on gagne des points si on dit ça avec du beurre de pinot sur un... Ouais, ça devrait Étrange avoir- de pain, pas de soda. frites. Puis c'est combien de points, Scrabble, ça? Oh, ça doit voir. Ben, Mitsubishi, je sais On pas. a-tu le droit? Ben, d'après moi, je pense que ça On a te pas prend un donné sac, les noms 2-3 propres, sacs Ouais. pour faire ça. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, c'est la fin de l'aventure de Bombardier dans les avions commerciaux. OK. Pour faire un récapitulatif de cette histoire-là, ça a commencé en 1986 quand Bombardier a acheté Canadair. À l'époque, je dirais, les gens qui avaient eu la peau du Avro-Arrow Ouais. étaient après Canadair. OK? Le même groupement au Canada, le même groupe de monde, OK? Qui sont toujours contre toute forme de subvention de l'État à toute forme Sont-ils morts d'un cancer, eux autres? Ben, il y a Wow. oui, mais il y a une nouvelle génération. Il y a une Ouais. nouvelle génération. OK. Super. OK? C'est Ah. comme des... C'est quoi l'animal mythique quand on lui coupe la tête? Il y en a 3 qui poussent? L'hydre. Merci. Ouais. Oui, parce que c'est ça, des hydres à 3 traites, c'est quand tu coupes la tête de la première. OK, oui. Ouais. Fait que ces gens-là étaient actifs, voulaient avoir la peau de Canadair, parce que Canadair avait, à ce moment-là, accumulé un déficit d'1 milliard de dollars. OK. C'était le déficit record. Il n'y avait aucune entreprise au Canada encore qui avait accumulé un déficit d'1 milliard de dollars. Évidemment, il y avait 2 ans auparavant, il y avait le président le représentant syndical de l'IMTA chez Canadair, M. Norman Cherry, qui avait lancé le comité de survie de Canadair. OK? Puis il y avait eu beaucoup de débats parce que là, les gens qui tenaient à Canadair, Ouais. c'est-à-dire Ville-Saint-Laurent à l'époque,
le syndicat, les industriels de la région voyaient venir là, le moment où le gouvernement allait vouloir mettre la hache là-dedans puis fermer ça. Parce que c'était propriété du gouvernement. Il y avait Cartierville aussi. Hein? Ouais, ben c'est ça, c'était à l'aéroport de Cartierville à ce moment-là. Ouais. Donc, l'aéroport faisait partie du deal. OK. Le comité, à un moment donné, de relance ou de survie de Canadair, puis M. Sherry en particulier, avait identifié que ça prenait une entreprise québécoise pour relancer ça, parce qu'il se disait, si on donne ça à une compagnie étrangère, on va devenir une succursale encore une fois, puis à la première difficulté, ils vont tout fermer, puis tout va s'en aller. Ouais. Et ils ont comme réussi à gagner ce point-là, puis à intéresser, puis finalement, ils ont intéressé Laurent Baudon, qui était à la tête de Bombardier à l'époque, qui a pris possession de Canadair en 86, au mois d'août en 1986 que le contrat s'est signé officiellement. Et à l'époque, ça avait coûté 150 millions à Bombardier, cette transaction-là. Et Bombardier avait pris l'engagement et l'obligation de maintenir et développer l'industrie aérospatiale qui était présente, puisqu'il venait avec Canadair. Ouais. Donc, il devait pas fermer. Il y avait des conditions financières que s'il fermait Canadair, il allait devoir rembourser le gouvernement fédéral. Alors, il est arrivé ce qui est arrivé. Par la suite, ben, c'est à peu près à la même époque que les gens avaient commencé à travailler l'idée d'un avion régional. Bombardier a lancé le développement du CRJ ou du Canadair Regional Jet à l'époque. C'est d'où le nom CRJ. D'ailleurs, les gens qui se posent la question qu'est-ce que ça veut dire CRJ, c'est Canadair Regional Jet. Ouais. Donc, ce programme-là a été lancé quelque part officiellement en 89. Il va falloir que je vérifie mes notes. Et pendant que Bombardier développait, ou Canadair à l'époque développait son concept d'avion régional, il y avait Short aussi, Short Brothers en Irlande, qui travaillait sur un projet d'avion régional. Mais je te coupe là, André. C'est Bombardier qui a lancé officiellement le programme CRJ, mais Canadair, avant d'être vendu, avait déjà commencé à travailler sur une stretch version du... Ouais, ben... Il y avait eu le Challenger 610 qui avait été développé, qui était un Challenger cargo étiré, destiné entre autres à FedEx à cette époque-là. Ouais. Mais je veux pas. Là, c'est parce qu'on avait on va tomber dans l'histoire du CRJ. Puis ça, là-dessus, tu sais, je l'ai déjà dit, je suis en train d'écrire l'histoire là-dessus du CRJ. OK, excuse-moi. Mais je veux pas trop rentrer dans les détails. Mais ce qu'on peut dire, c'est que à un moment donné, Bombardier a réussi à convaincre Short d'embarquer avec eux dans le projet du CRJ. Puis Short a eu le mandat de fabriquer les fuselages. C'est encore eux, d'ailleurs, qui fabriquent les fuselages. Les derniers fuselages de CRJ sont sur la ligne en Irlande. Donc, et en 89, Bombardier a racheté Short des mains du gouvernement britannique. Encore là, tout comme ça avait été le cas pour Canadair, c'était une entreprise qui avait été hautement déficitaire, qui n'était pas rentable, mais qui était jugée critique par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il fallait maintenir ces emplois-là. Ouais. Bombardier, c'est vrai, n'a pas payé cher pour Short. Il y a eu des conditions avantageuses, mais Bombardier avait le mandat de maintenir et développer l'industrie spatiale en Irlande, aussi à Belfast. Et finalement, en 1992, Bombardier a fait une troisième acquisition, celle de De Havilland Canada. Parce que De Havilland Canada, en 1986, avait été racheté de Boeing et avait été mis en faillite en 90. Le gouvernement ontarien avait repris De Havilland dans l'espoir de relancer ça. Ils avaient eu une offre d'un consortium en Europe qui impliquait BAE, Système si ma mémoire est bonne. Cette offre-là avait été bloquée en Europe à cause des possibilités de concentration la concurrence, du manque de concurrence. L'offre avait été rejetée. Donc, Bombardier avait été... Parce que là, évidemment, le gouvernement ontarien était comme un petit peu coincé au pied du mur. Bombardier était capable de ramasser De Havilland pour moins cher. OK? C'était le seul concurrent dans la liste. Puis ils avaient fixé plus ou moins leurs conditions. Mais la condition, c'était, là encore, de maintenir et de développer l'industrie aérospatiale. C'est vrai qu'il y avait De Havilland aussi, il y avait eu ça pour une pièce plus les dettes? Une pièce, puis même, il y avait eu des engagements de la part du gouvernement pour les dettes. Il y a une partie de la dette qui avait été effacée. OK? Ça a vraiment pas coûté cher, De Havilland. OK. Mais, je vais vous donner un scoop. De Havilland, si Bombardier avait pas acheté De Havilland, peut-être que le CRJ aurait pas connu le succès qu'il a connu. Parce que quand Bombardier a commencé à développer des avions d'affaires, des avions de passagers,
Les gens de Canadair avaient une expertise dans la vente d'aviation d'affaires, mais il n'y en avait pas dans la vente d'avions de passagers aux compagnies aériennes. Le court laps de temps que Boeing a été propriétaire de The Evelyn, ils avaient pris l'équipe de vente de The Evelyn, ils les avaient amenés à Seattle, ils les avaient formés à vendre des avions à des compagnies aériennes. Fait que dans l'ironie la plus totale, la force de vente de Bombardier a été formée par Boeing. Et voilà. Malade. OK? Fait que les gens les gens de The Evelyn et toute la force de marketing puis le département des ventes de Bombardier Avions Commerciaux était basé, après ça, est resté basé longtemps à Downsview à cause de ça. OK. Alors, on rappelle que de 86 aller jusqu'à au 31 mai 2020, Bombardier a lancé le CRJ-100, le 200, le 700, le 900, le 1000, CRJ Next Gen aussi, a développé le Dash 8 100, 200, le 100, 200, 300 existait déjà. Oui, existait déjà. Ceux que j'ai volés, c'était écrit Boeing dans la porte. T'es sûr que t'as volé, toi, OK. C'est ça. Mais Bombardier a maintenu les opérations de ça. Ils ont développé le 400. Le 400. Après ça, on a eu Dash 8 Max. Ouais, puis le 100, 200, 300 qui a été abandonné, mais quand même, ça a maintenu. Ouais. Après avoir développé le Dash 8 puis maintenu The Evelyn, ils ont quand même aussi installé une ligne d'assemblage. C'est là que le Global est assemblé maintenant aussi. Oui. Donc, ils ont maintenu les emplois à Toronto, dans la région de Toronto. Ils ont même développé. Même chose à Montréal. Et quand Bombardier a acheté à Montréal, c'était 4800 emplois. Ça a monté à près de 20 000 à son apogée. Le pic, c'est quoi? C'est 2001 à peu près? Là? Non, le pic, ça va avoir été 2016, juste avant la vente du C-Series à Airbus. La cession du C-Series à Airbus. Okay. Donc, c'est près de 20 000 Donc, le gouvernement... 20 000 employés. 20 000 ouais, 20 000 employés. C'est pas beaucoup. Ouais, 20 000 20 000, j'aurais fait un Quel lapsus, ouais. Est-ce quel lapsus? Ouais, les gens disent on est venu de ramasser ça. Ouais. Alors, Bombardier a rempli l'engagement qui a été pris auprès des gouvernements a été rempli. Ce que peu de gens savent aussi, c'est que dans le cas du CRJ, le gouvernement canadien a mis 180 millions de dollars sur la table pour développer le CRJ. Mm-hmm. Mais on a récupéré 160%. C'est-à-dire que ça a rapporté plus de 200 millions de dollars au gouvernement canadien d'avoir investi dans le CRJ. Donc, au-delà de tous les emplois sauvegardés et les développés, ça, c'est du retour direct, là. Retour direct parce oui, parce que le gouvernement fédéral a touché une royauté sur chaque CRJ. Ah ouais? D'ailleurs, les 9... Il avait monté un principe où il finançait le développement, puis oui. D'ailleurs, il touche encore de l'argent là-dessus. Les derniers CRJ qui vont sortir, qui s'en vont chez Jazz, le gouvernement touche une royauté là-dessus. Intéressant. La présence de Bombardier dans les avions civils, là, ça n'a pas juste maintenu la grappe aérospatiale montréalaise, ça l'a développé. Pour donner un ordre de grandeur, le Challenger, qui est quand même série 600, qui est quand même l'avion d'affaires, le succès, OK? Il s'en est vendu grosso 1100 exemplaires en 42 ans. OK? Ouais. Le CRJ, sur 25 ans, c'est 1900 exemplaires de livrets vendus. T'es juste derrière, dans les succès commerciaux, là, t'es derrière le DC-9 puis le MD-80, là, quand tu prends toute cette famille-là, puis le 727. OK? Donc, c'est un programme majeur dans l'aviation civile. Ouais. Ils ont, le CRJ a façonné la façon dont les compagnies aériennes américaines fonctionnent aujourd'hui. Pas de CRJ, il y aurait peut-être encore des problèmes de rentabilité, ou en tout cas, il n'aurait pas été capable de rentrer dans la crise actuelle en aussi bonne santé financière. Puis on s'entend que ceux qui seraient tentés de dire que il y aurait eu Embraer, Embraer a emboîté le pas vite derrière Bombardier. Puis ça, c'est important de le mentionner. C'est un suiveur rapide, mais pas un leader. Mais les Embraer 135-145, là, qui sont les ERJ, là, la réplique, la réponse d'Embraer face au CRJ, c'est des Embraer 120 dont on a mis des turbofans en arrière. Absolument. Et ils étaient vraiment en réaction à Bombardier. Pour les gens qui se demandent, l'usine de Shorts en Irlande, les Angleterre, pour quelle raison le gouvernement anglais tenait à ce que l'usine reste ouverte? C'est qu'à l'époque, quand Bombardier rachetait l'usine, il fabriquait encore les Shorts, le Tucano
les Embraer que la Royal Air Force avait acheté pour l'entraînement des il y pilotes. avait vraiment un point stratégique pour que ça reste en Oui, parce que la production des shorts Tucano, le Tucano Mark 1, est de 86 à 95. Ouais. Donc en 89, ils étaient encore en train d'assembler. Veux-tu que je te fasse pleurer, Olivier? Par rapport à Non. ça? Ouais, je vais te faire pleurer quand même si tu veux pas. OK, vas-y. Les shorts Tucano qui ont été fabriqués pour la Royal Air Force, là, à la demande de la Royal Air Force, ils ont été remotorisés avec des Garrett. Oh, je sais. Arc. Oh, à l'époque, il n'y avait pas de PT6 assez fort pour ça. Oui. Oh, oui, Bon, oui. mais là, mais c'est ça. Puis, Trust me, baby. dans le cas aussi de Short en Angleterre, Bombardier a maintenu ses engagements, c'est-à-dire qu'ils ont maintenu la présence d'un avionneur, les emplois, ils ont développé même. On regarde aussi maintenant l'usine des ailes de l'A220 qui est comme la fierté là-bas au niveau puis la technologie puis la compétence qu'ils ont Les acquise. Anglais ont toujours été reconnus pour leurs ailes. Mhm. C'est vrai? C'est Ouais, vrai? j'adore bien. Mais c'est vrai! Ouais, ça sonne ça Hey, peut être... non. je m'excuse, là, vous allez bonjour, revoir bonjour. vos livres d'histoire, les Ouais. amis, là, Mais mais personne quand l'Angleterre s'est s'obstine. joint à C'est une tautologie, Airbus, ça. Ouais. c'est est qui d'accord? qui a été donné, à qui On on est a d'accord? donné la On responsabilité est de d'accord? faire les ailes? On est Ouais. d'accord? Aux Anglais. On est d'accord? Ouais. Mettez ça dans vos pipes, Ouais. les amis. OK. Alors, ça a été, pour moi, la présence de Bombardier dans l'aviation civile aura été un moment important pour l'industrie aérospatiale canadienne et québécoise. Ça a été, moi, je retiens un succès. Malgré tous les problèmes des dernières années au niveau du financement et de l'endettement, malgré tout ça, cette entreprise-là a emporté beaucoup au secteur aérospatial canadien et québécois parce que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est regarde en 1959 quand le programme Avro a été arrêté. Qu'est-ce qui est arrivé à l'industrie aérospatiale ontarienne? Hey, on a-tu dit que tous les ingénieurs sont partis aux États-Unis? Et voilà. Bombardier, en rachetant Canadair, a évité le même drame. Oui, c'est vrai. Absolument. Oh, D'accord et avec non toi. seulement on n'a pas perdu d'ingénieurs, On n'a pas perdu d'argent. on n'a pas perdu d'argent, puis on a développé des talents, on a développé une compétence. On a développé une culture aéronautique encore plus... tout à fait. Si Bombardier n'arrive pas dans les avions commerciaux, l'A220 n'existe pas aujourd'hui. Ouais. Le Embraer 190, 95 et toutes ces compagnies non plus. Non, mais ça parce serait peut-être pas que grave. il y a parce que il y a les fameux gangs d'ingénieurs qui sont partis au Brésil. Ouais, ils ont sur le 180, sur le 2, il y a des gens de 10 qui sont partis là-bas. C'était le groupe B. Ouais. Non, en fait, c'est si tu regardes l'Embraer, pas le ERJ, mais le 170, 175, 190, 195, ça ressemble étrangement aux premiers travaux, Le premières BRX. recherches que Bombardier avait faites effectivement. Sur le BRGX, Le BRGX, la double bubble. La double bubble, exactement. tout à fait. exactement. Fait que ça, c'est une gang. En tout cas, il y a encore des débats là-dessus, mais il y aurait une gang d'ingénieurs de Bombardier que quand le projet est tombé à l'eau du BRGX, eux autres sont partis avec ça sous l'épaule, puis ils ont dit « Y a-tu quelqu'un qui veut ça? » Puis Embraer a dit « Oui. » Puis c'est Là, ce que vous êtes après à dire, c'est qu'il y a des gens qui vont copier des designs d'autres personnes. Ouais. J'ai-tu dit ça, moi? Ça arrive jamais, ça. Voyons donc. Je suis flabbergasté. Fait que ceux qui doutent encore de notre génie, notre efficacité, et, j'espère que non. Là. Je suis un peu triste de voir que Oui, on c'est a vrai. une entreprise québécoise ici N'est plus. non, n'est plus. Maintenant, tu sais, il faut prendre la maxime le roi est mort, vive le roi. Bombardier avions commerciaux n'est plus, vive MHI RJ, tu regardes, il faut faire avec. Hey, mais parlant de n'est plus, là, est-ce qu'on a failli perdre une usine en Irlande? Pas vraiment. Petite note C'est rapide quoi qui sur a brûlé? l'incendie de la Ouais, semaine. c'est quoi que- Dans la section où il se fait les traitements de surface, il y a eu un incendie, mais il y a, même si c'est une usine vétuste, il y a quand même un système de protection des incendies OK. qui s'est déclenché, donc l'incendie a été très limité. OK, ça a juste été épeurant visuellement, là. Et voilà, ça a fait beaucoup de fumée, comme Ok. c'est souvent le cas dans les feux industriels, mais Ouais. peu de dommages. L'ouvrage a repris le lundi soir, les gens étaient de retour au travail. Bon, d'accord. Et puis, en side note, André, en préparation d'émission, tu nous disais que tu travailles sur ton livre sur l'histoire du CRJ. Est-ce que ça t'aiderait si on demandait aux gens qui nous écoutent, parce que tu faisais remarquer, si je peux me permettre, tu nous faisais remarquer que tu étais encore à la recherche de gens interviewés, Oui. à qui parler, tout ça.
Fait que, est-ce qu'on peut lancer un appel à peut-être des Absolument. gens qui nous écoutent, qui connaissent des gens, qui ont travaillé sur le CRJ? Oui, parce que souvent, quand j'ai commencé, j'ai fait un certain nombre d'entrevues, mais avec la COVID-19, ça a comme tombé au neutre. Ouais. Mais là, maintenant qu'on déconfine lentement puis sûrement, puis qu'on va pouvoir reprendre, parce que je veux éviter les entrevues au téléphone. J'aime bien faire des entrevues personne à personne. OK. Mais s'il y a des gens, effectivement, qui ont travaillé, qui ont des histoires, qui ont été longtemps sur ce programme-là, puis qui ont des photos, peut-être, aussi. Oui, des photos aussi, surtout. Des photos, ça je serais très, très intéressé. Super. Donc, on lance l'appel, oui, effectivement. Ouais, puis sur les ailes du Québec, a.allard, mon adresse de courriel est là, a.allard@lesailesduquebec.com. Fait que n'hésitez pas à contacter notre super André qui est en train de nous préparer une superbe... Ouais. Un document d'anthologie. Ouais. Ouais, ben, comme l'histoire. Je vous en ai livré une petite exclusivité là, en vous parlant de l'importance de l'acquisition de The Evelyn pour Bombardier, comment ça a changé la donne. Pour le CRJ, oui, effectivement. Bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute déjà? aujourd'hui. Ben oui, déjà. Déjà, ben oui. On l'a fait. C'était Claudia Ouellette. André Allard. Olivier Lacombe. Grégory Blanc. Merci tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.